Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Le parcours d'un bilingue. Jean Dupont, professeur émérite de linguistique à l'Université de Paris, commence son discours devant une salle comble de jeunes étudiants aspirant à maîtriser le français. Son parcours en tant que professionnel de la langue inspire de nombreux apprenants. Et aujourd'hui, il partage ses connaissances sur un sujet crucial. Comment penser en français? Le cerveau bilingue, une perspective scientifique. Jean commence par expliquer que penser dans une langue étrangère est un processus complexe qui implique des changements cognitifs profonds. Il cite les travaux du Dr Ellen Bialystok, une chercheuse en neurosciences cognitives, qui a démontré que le cerveau bilingue fonctionne différemment du cerveau monolingue. Selon ces études, les bilingues montrent une meilleure flexibilité cognitive, ce qui signifie qu'ils peuvent passer d'une tâche à l'autre plus facilement et sont plus aptes à résoudre des problèmes complexes. Jean souligne également l'importance de l'immersion linguistique. Pour penser en français, dit-il, il faut d'abord être entouré de Français. Il rappelle une étude menée par l'université de Georgetown qui montre que les étudiants immergés dans un environnement francophone apprennent et retiennent la langue plus efficacement que ceux qui ne le sont pas. L'apprentissage actif, une clé du succès. Il enchaîne avec des techniques d'apprentissage active. Jean encourage ses étudiants à pratiquer la méditation en français, une méthode qu'il a lui-même adoptée. La méditation aide à calmer l'esprit et permet une meilleure absorption de la langue, explique-t-il. Il partage une étude de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, qui prouve que la méditation régulière améliore la capacité de concentration et la mémoire, des compétences essentielles pour maîtriser une nouvelle langue. Jean termine son premier chapitre en rappelant l'importance de la répétition et de la pratique quotidienne. Il cite la méthode de l'espacement, une technique d'apprentissage prouvée scientifiquement, qui consiste à réviser le matériel à intervalles réguliers pour renforcer la mémoire à long terme. Chapitre 2. Apprendre à penser en français. Les techniques clés. L'utilisation des cartes mentales. Jean poursuit son discours en introduisant les cartes mentales comme outil efficace pour structurer ses pensées en français. Les cartes mentales, explique-t-il, aident à organiser les informations de manière visuelle et à renforcer les connexions neuronales. Il partage une étude de l'Université de Londres qui montre que les étudiants utilisant des cartes mentales pour l'apprentissage des langues ont une meilleure rétention de vocabulaire et une compréhension plus profonde des concepts grammaticaux. Il propose à ses étudiants de créer des cartes mentales autour de thèmes spécifiques, comme les activités quotidiennes, les émotions
ou encore les voyages. Chaque branche de la carte doit être en français, insiste-t-il, afin que votre esprit commence à associer directement les idées aux mots français. Le dialogue intérieur. Jean introduit ensuite l'idée du dialogue intérieur en français. Parlez-vous en français dans votre tête, conseille-t-il. Il cite les travaux de la psychologue Dr Annette Karmiloff-Smith, qui démontre que le dialogue intérieur aide à renforcer la maîtrise linguistique en permettant au cerveau de pratiquer la langue en continu. J'en partage une anecdote personnelle. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je m'efforçais de penser et de parler à moi-même dans cette langue. C'était difficile au début, mais avec le temps, mon cerveau s'est adapté et l'anglais est devenu une seconde nature. L'importance des contextes réels. Il conclut ce chapitre en soulignant l'importance d'utiliser le français dans des contextes réels. Immergez-vous dans des situations où vous devez utiliser le français, dit-il. Jean évoque une étude de l'université de Cambridge qui démontre que les interactions sociales dans une langue étrangère améliorent la fluidité et la confiance en soi. Il encourage ses étudiants à participer à des clubs de conversation, à regarder des films en français sans sous-titres et à lire des livres français. Avec ces techniques, Jean espère donner à ses étudiants les outils nécessaires pour non seulement apprendre le français, mais aussi commencer à penser en français, faisant ainsi de cette langue une partie intégrante de leur vie quotidienne. Chapitre 3. La neuroplasticité et l'apprentissage des langues. Jean commence ce nouveau chapitre en expliquant le concept de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à l'apprentissage et à l'expérience. Le cerveau est comme un muscle, dit-il à ses étudiants. Plus vous l'exercez dans une nouvelle langue, plus il devient fort et flexible. Les preuves scientifiques de la neuroplasticité. Il cite une étude de l'Université de Pennsylvanie qui a observé des modifications dans la structure du cerveau chez les individus apprenant une nouvelle langue. Les chercheurs ont découvert que l'apprentissage intensif d'une langue étrangère augmente la densité de la matière grise dans certaines zones du cerveau, en particulier celles liées à la mémoire et à la navigation spatiale. Jean souligne également une recherche menée par l'Université de Lund en Suède. Les résultats ont montré que les étudiants qui apprenaient une nouvelle langue voyaient une augmentation de la taille de l'hippocampe et des zones du cortex cérébral liées à la mémoire, à la pensée consciente et à la prise de décision. Ces découvertes sont fascinantes, commande Jean, car elles prouvent que notre cerveau est capable de changements impressionnants en réponse à l'apprentissage linguistique. Des exercices pour renforcer la neuroplasticité. Pour tirer parti de la neuroplasticité, Jean propose plusieurs exercices à ses étudiants.
Il recommande les activités de jumelage où les étudiants doivent associer des mots français à des images correspondantes. Cela engage plusieurs parties du cerveau simultanément, explique-t-il, et renforce les connexions neuronales. Il suggère également l'apprentissage par le mouvement. L'association du langage avec des mouvements physiques peut améliorer la rétention, dit-il. En citant une étude de l'Université de Chicago, qui a démontré que les étudiants utilisant des gestes pour apprendre des mots étrangers se souvenaient mieux de ces mots. Chapitre 4. L'impact des émotions sur l'apprentissage des langues. Jean continue son exposé en abordant le rôle crucial des émotions dans l'apprentissage des langues. Les émotions positives peuvent stimuler l'apprentissage et la mémorisation, affirme-t-il. Le stress et l'anxiété, en revanche, peuvent avoir l'effet inverse. Les études sur les émotions et l'apprentissage. Il cite une étude de l'Université de Californie à Davis qui a montré que les étudiants se souvenaient mieux des mots appris dans un contexte émotionnellement positif. L'enthousiasme et la joie que vous ressentez en apprenant quelque chose de nouveau peuvent renforcer votre capacité à vous en souvenir, explique-t-il. Jean mentionne également une recherche de l'Université de Cambridge sur l'effet de l'anxiété sur l'apprentissage des langues. Les résultats ont révélé que les étudiants anxieux avaient plus de difficultés à retenir le vocabulaire et à parler couramment. Il est donc essentiel de créer un environnement d'apprentissage détendu et positif, souligne-t-il. Créer un environnement d'apprentissage positif. Pour favoriser un environnement d'apprentissage positif, Jean conseille à ses étudiants de choisir des activités qui les passionnent. Si vous aimez la cuisine, regardez des émissions de cuisine en français, suggère-t-il. Il recommande également de se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Chaque petite victoire doit être célébrée, dit-il. Cela renforce votre motivation et crée un cycle positif d'apprentissage. Jean termine ce chapitre en rappelant à ses étudiants l'importance de la patience et de la persévérance. Apprendre à penser en français est un voyage, pas une destination, conclut-il. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de votre objectif. Chapitre 5. Les techniques de visualisation et de mnémotechnique. Jean aborde maintenant des méthodes avancées pour intégrer le français dans la pensée quotidienne de ses étudiants. Il commence par expliquer la technique de la visualisation. La visualisation, dit-il, est une méthode puissante pour renforcer la mémorisation et l'apprentissage des langues. En vous imaginant dans des situations où vous utilisez le français, vous préparez votre cerveau à réagir naturellement dans la langue.
Preuve scientifique de la visualisation. Il cite une étude de l'université de Stanford qui a montré que la visualisation améliore la performance des athlètes. Et il fait le parallèle avec l'apprentissage des langues. Visualiser une conversation en français, par exemple, peut préparer votre esprit à utiliser les bons mots et expressions dans des situations réelles. Jean propose un exercice pratique. Imaginez-vous dans un café parisien, en train de commander un café et de discuter avec le serveur. Répétez ce scénario mentalement plusieurs fois en vous concentrant sur les détails sensoriels comme l'odeur du café, le son des conversations autour de vous et la texture du siège sur lequel vous êtes assis. Les techniques mnémotechniques. Jean passe ensuite aux techniques mnémotechniques, des outils puissants pour aider à la mémorisation du vocabulaire et des structures grammaticales. Les mnémotechniques, explique-t-il, utilisent des associations mentales pour rendre les informations plus faciles à retenir. Il évoque une étude de l'université de Waterloo qui a démontré que les étudiants utilisant des mnémotechniques retiennent plus de mots de vocabulaire que ceux utilisant des méthodes de mémorisation traditionnelles. Jean suggère des méthodes telles que les acronymes, les rimes et les histoires visuelles. Par exemple, pour se souvenir du genre des mots, il propose de créer des histoires où des personnages masculins et féminins interagissent avec les objets correspondant aux mots. Chapitre 6. L'importance de la culture dans l'apprentissage linguistique. Jean rappelle à ses étudiants que la langue ne peut être séparée de la culture qui la porte. Pour vraiment penser en français, dit-il, il faut aussi comprendre et apprécier la culture française. La connexion culturelle. Jean cite une étude de l'université de Harvard qui a montré que les étudiants ayant une compréhension approfondie de la culture d'une langue étrangère sont plus compétents dans cette langue. La culture et la langue sont intrinsèquement liées, explique-t-il. Comprendre les coutumes, les traditions et l'histoire d'un pays enrichit votre maîtrise de la langue. Il encourage ses étudiants à s'immerger dans la culture française à travers des films, des livres et des interactions avec des francophones. Lisez des romans français, regardez des films français, écoutez de la musique française, conseille-t-il. Cela non seulement améliore votre compréhension de la langue, mais vous aide aussi à penser comme un francophone. Les expressions idiomatiques et les coutumes. Jean parle des expressions idiomatiques comme d'un aspect essentiel de la culture linguistique. Les expressions idiomatiques, dit-il, sont souvent ancrées dans la culture et l'histoire d'un pays. Les comprendre et les utiliser correctement vous rapproche de la pensée native. Il donne des exemples comme avoir le cafard pour dire être déprimé ou mettre les pieds dans le plat pour faire une gaffe. Ces expressions colorent la langue et montrent votre compréhension des nuances culturelles.
explique-t-il. Jean termine ce chapitre en incitant ses étudiants à voyager en France si possible. Rien ne remplace l'expérience directe, dit-il. Vivre en France, même pour une courte période, vous expose à la langue et à la culture de manière immersive, accélérant votre capacité à penser en français. Avec ces nouvelles techniques et cette compréhension approfondie de l'importance de la culture, Jean espère que ses étudiants seront mieux équipés pour intégrer le français dans leur pensée quotidienne et devenir de véritables francophones. Chapitre 7. La lecture active et son impact sur la pensée en français. Jean commence ce nouveau chapitre en insistant sur l'importance de la lecture active. Lire en français, explique-t-il, est l'une des manières les plus efficaces d'enrichir votre vocabulaire et de renforcer votre capacité à penser en français. La lecture active et ses bienfaits. Il cite une étude de l'Université de Sussex qui a démontré que la lecture active, c'est-à-dire la lecture accompagnée de la prise de notes et de la réflexion sur le contenu, améliore significativement la compréhension et la rétention des informations. Ne lisez pas passivement. Conseille Jean. Interagissez avec le texte. Posez-vous des questions sur le sens des mots, les structures grammaticales et les idées présentées. Jean recommande également de varier les types de lecture. Lisez des journaux, des romans, des essais, des poèmes. Chaque type de texte vous expose à différents registres de langue et enrichit votre compréhension globale. La prise de notes et le journal en français. Pour renforcer la lecture active, Jean suggère à ses étudiants de tenir un journal en français. Écrire régulièrement en français aide à structurer votre pensée dans cette langue, dit-il. Il partage une étude de l'Université de Kyoto qui montre que la tenue d'un journal personnel améliore la fluidité linguistique et la capacité à formuler des pensées complexes. Il propose un exercice pratique. Après chaque session de lecture, notez les nouveaux mots et expressions que vous avez appris. Écrivez un résumé du texte et réfléchissez à ce que vous en avez retiré. Jean insiste sur l'importance de réviser ces notes régulièrement pour renforcer la mémorisation. Chapitre 8. L'écoute active et la compréhension auditive. Jean aborde maintenant l'importance de l'écoute active dans l'apprentissage du français. Écouter activement des locuteurs natifs est crucial pour améliorer votre compréhension auditive et votre prononciation, affirme-t-il. Les techniques d'écoute active. Il cite une étude de l'Université de New York qui a montré que les étudiants utilisant des techniques d'écoute active, telles que la répétition et l'ombre sonore, shadowing, améliorent leur compréhension auditive plus rapidement que ceux qui écoutent passivement. Jean explique que l'ombre sonore consiste à répéter immédiatement après le locuteur en imitant son intonation et son rythme.
Jean recommande également d'écouter une variété de sources, telles que des podcasts, des émissions de radio et des films. Exposer votre oreille à différents accents et registres de langue vous aide à comprendre une gamme plus large de locuteurs. La transposition mentale. Une autre technique efficace, selon Jean, est la transposition mentale. En écoutant, essayez de visualiser ce qui est dit, suggère-t-il. Cela vous aide à créer des connexions plus solides entre les mots et leur signification. Jean partage une anecdote personnelle. Quand j'apprenais l'espagnol, j'écoutais des émissions de radio tous les matins et essayais d'imaginer les scènes décrites. Cela m'a beaucoup aidé à améliorer ma compréhension auditive. L'importance de la répétition. Jean insiste sur la répétition comme clé de la maîtrise. Il cite une étude de l'université de Cambridge qui montre que l'exposition répétée à des mots et expressions spécifiques aide à les mémoriser plus efficacement. N'ayez pas peur de réécouter le même contenu plusieurs fois, dit-il. Chaque écoute vous permet de capter des détails que vous auriez pu manquer auparavant. Jean termine ce chapitre en rappelant à ses étudiants que la patience et la persévérance sont essentielles. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint, conclut-il. Chaque effort que vous faites vous rapproche un peu plus de votre objectif de penser en français. Chapitre 9. L'importance de la pratique orale et des échanges linguistiques. Jean commence ce chapitre en soulignant l'importance de la pratique orale. Pour penser en français, dit-il, il est essentiel de parler le français autant que possible. La langue est vivante et doit être pratiquée dans des contextes réels. Les bénéfices des échanges linguistiques. Il cite une étude de l'Université de Toronto qui montre que les étudiants participant à des échanges linguistiques avec des locuteurs natifs améliorent leur fluidité et leur confiance en eux plus rapidement que ceux qui ne le font pas. Trouver un partenaire de langue avec qui échanger régulièrement est une des meilleures façons de progresser, conseille-t-il. Jean recommande des plateformes en ligne comme Tandem ou des cafés linguistiques locaux. L'important est de parler et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Chaque conversation est une opportunité d'apprentissage. Les clubs de conversation. Jean propose également à ses étudiants de rejoindre des clubs de conversation en français. Ces clubs offrent un environnement structuré et encourageant pour pratiquer le français, explique-t-il. Ils sont souvent animés par des locuteurs natifs ou des enseignants expérimentés qui peuvent corriger vos erreurs et vous aider à améliorer votre prononciation et votre grammaire. Les techniques de shadowing. Pour ceux qui n'ont pas facilement accès à des partenaires de conversation, Jean recommande la technique de shadowing, ombre sonore. Écoutez des dialogues en français et répétez immédiatement après les locuteurs, en imitant leur intonation et leur rythme.
suggère-t-il. Cette technique aide à améliorer votre prononciation et votre fluidité. Chapitre 10. La motivation et la persévérance dans l'apprentissage. Jean aborde maintenant la question de la motivation et de la persévérance, deux éléments essentiels pour réussir à penser en français. L'apprentissage d'une langue est un parcours long et parfois difficile, reconnaît-il. Il est important de rester motivé et de persévérer malgré les obstacles. Les sources de motivation. Il cite une étude de l'université de Stanford qui montre que les étudiants ayant des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des motivations venant de l'intérieur, comme le plaisir d'apprendre, réussissent mieux à long terme que ceux ayant des motivations extrinsèques, comme les notes ou les récompenses externes. Trouvez ce qui vous passionne dans la langue française, encourage-t-il. Que ce soit la culture, la littérature, la cuisine ou les voyages, utilisez ces intérêts pour alimenter votre motivation. Jean propose de fixer des objectifs personnels et réalistes. Divisez votre apprentissage en petites étapes atteignables, conseille-t-il. Célébrez chaque succès, aussi petit soit-il, car chaque progrès est une victoire. Les stratégies de persévérance. Pour maintenir la persévérance, Jean suggère d'établir une routine d'apprentissage. Réservez du temps chaque jour pour pratiquer le français, dit-il. La constance est la clé du succès. Il recommande également de varier les activités pour éviter l'ennui. Alternez entre la lecture, l'écoute, l'écriture et la conversation. Cela rend l'apprentissage plus dynamique et stimulant. Le soutien social. Jean insiste également sur l'importance du soutien social. Entourez-vous de personnes qui partagent votre passion pour le français, dit-il. Rejoignez des groupes d'apprenants, participez à des forums en ligne ou trouvez un mentor. Le soutien et les encouragements des autres peuvent faire une grande différence. Jean conclut ce chapitre en rappelant à ses étudiants que chaque effort compte. L'apprentissage d'une langue est un voyage, et chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de votre objectif de penser en français, dit-il avec conviction. N'abandonnez jamais, car la récompense est immense. Chapitre 11. L'auto-évaluation et l'amélioration continue. Jean aborde maintenant le rôle crucial de l'auto-évaluation dans l'apprentissage des langues. Pour progresser efficacement en français, explique-t-il, il est essentiel de s'auto-évaluer régulièrement et d'ajuster ses méthodes d'apprentissage en conséquence. Les méthodes d'auto-évaluation. Il cite une étude de l'université de Cambridge qui montre que les étudiants utilisant des méthodes d'auto-évaluation, tels que les journaux de bord d'apprentissage et les tests réguliers, progressent plus rapidement que ceux qui ne le font pas. Jean recommande à ses étudiants de tenir un journal de bord
où ils notent leurs progrès, les défis rencontrés et les stratégies utilisées. Évaluez-vous régulièrement en utilisant des tests de langue en ligne ? Suggère-t-il. Cela vous donne une idée claire de vos points forts et de vos domaines à améliorer. L'importance du feedback. Jean insiste également sur l'importance de recevoir du feedback. Demandez à vos partenaires de langue, à vos professeurs ou même à des locuteurs natifs de vous donner des retours sur votre prononciation, votre grammaire et votre fluidité, dit-il. Le feedback constructif est essentiel pour corriger vos erreurs et améliorer votre niveau. Les techniques d'amélioration continue. Pour s'améliorer continuellement, Jean conseille d'adopter une attitude proactive. Cherchez toujours de nouvelles ressources et techniques pour varier vos méthodes d'apprentissage, recommande-t-il. Lisez des articles, suivez des cours en ligne et participez à des ateliers linguistiques. Jean propose également d'utiliser la technologie à son avantage. Les applications de langue, les podcasts et les vidéos éducatives sont d'excellents outils pour diversifier votre apprentissage et maintenir votre motivation. Chapitre 12. Intégrer le français dans la vie quotidienne. Jean conclut son exposé en montrant à ses étudiants comment intégrer le français dans leur vie quotidienne. Pour vraiment penser en français, il faut vivre en français autant que possible, dit-il. Les habitudes quotidiennes. Il cite une étude de l'Université de Montréal qui a révélé que les étudiants immergés dans un environnement francophone progressaient plus rapidement. Même si vous ne pouvez pas vivre en France, vous pouvez créer un environnement francophone chez vous, explique-t-il. Jean suggère des pratiques simples comme changer la langue de son téléphone et de ses réseaux sociaux en français, lire les actualités en français chaque matin et écouter des stations de radio françaises. Ces petites habitudes vous aident à penser en français de manière naturelle et constante, dit-il. La pensée en français. Il encourage également ses étudiants à faire l'effort conscient de penser en français. Quand vous faites vos courses, décrivez mentalement ce que vous achetez en français, propose-t-il. Lorsque vous vous préparez à dormir, faites un récapitulatif de votre journée en français dans votre tête. L'engagement envers la communauté francophone. Jean souligne l'importance de s'engager avec la communauté francophone. Rejoignez des clubs, participez à des événements culturels et faites du bénévolat dans des organisations francophones. Conseille-t-il. Plus vous interagissez avec des francophones, plus vous vous sentirez à l'aise et confiant dans votre utilisation du français. Jean termine ce dernier chapitre avec une note inspirante. Apprendre à penser en français est un voyage enrichissant et transformateur, dit-il avec passion.
Chaque effort que vous faites vous rapproche de la maîtrise et de l'appréciation profonde de cette belle langue. Continuez à persévérer, à chercher des opportunités d'apprentissage et à vous immerger dans la culture française. Votre dévouement portera ses fruits et bientôt, vous penserez en français sans même y réfléchir. Avec ces derniers conseils, Jean espère que ses étudiants seront équipés non seulement pour penser en français, mais aussi pour embrasser pleinement la richesse et la diversité de la langue et de la culture française.